tisser une alliance avec l'un des contestataires, l'islamiste, s'il reconnaît votre droit au pouvoir pour bâillonner l'autre contestataire, finalement peut-être plus dangereux, et qui est le contestataire laïque, libéral, socialisant de gauche. Donc je crois que l'on verra de plus en plus à travers le monde arabe, et c'est une catastrophe, une alliance de fait entre des pouvoirs militaires qui resteront en place, qui réussiront à garder l'amitié, la collaboration des puissances occidentales en s'affirmant comme étant des maintiens, des garants de l'ordre, mais qui donneront à la contestation islamiste de plus en plus de droits, de plus en plus d'espace. Vous voulez l'université? La voilà. Vous voulez l'école primaire? La voilà. Vous voulez la télévision? La voilà. Vous voulez les mosquées? Naturellement, elles vous appartiennent. Le régime passe avec les islamistes un contrat. Qu'est-ce que vous voulez? L'islamisation de la société? Bon, qu'est-ce que nous voulons, nous? Le pouvoir de s'arranger. Nous avons là deux adversaires, les régimes dictatoriaux et le mouvement islamiste, qui s'alimentent l'un l'autre, parce que les régimes autoritaires prétendent qu'ils constituent un moindre mal, parce que sinon ça va être les islamistes qui prennent le pouvoir, et les islamistes ont principalement un mot d'ordre: mettre fin à la dictature. C'est vrai, chacun a un peu raison. C'est-à-dire que les islamistes sont effectivement victimes de réactions illégales, de réactions inhumaines, de régimes autoritaires, et les régimes autoritaires mettent en relief le danger que constitueraient les islamistes. Mais ils encouragent l'islam officiel, ils encouragent les imams, ils pensent couper l'herbe sous les pieds des islamistes radicaux en faisant cela, mais en fait, ils alimentent le conservatisme en entretenant les tenants de l'islam officiel. C'est évident que la minorité agissante peut intellectuellement terroriser une masse de gens qui finalement ont autre chose à faire que de vouloir embêter leurs concitoyens, qui veulent gagner leur vie, qui veulent exprimer leurs aspirations intérieures et qui poursuivent leur propre vie, leur propre recherche, leur propre bonheur, leur propre vie de famille. Donc les minorités agissantes pèsent sur les sociétés et leur font peur, jusqu'à ce qu'une société sente qu'elle est tellement agressée dans ce qu'elle a de plus vital, elle se sent tellement menacée qu'elle peut réagir. Il y a un avant et un après 11 septembre 2001. L'intervention militaire en Afghanistan, lieu de refuge des commanditaires des attentats de New York et de Washington, a été approuvée par une majorité de musulmans, à qui le djihad international prôné par Al-Qaïda faisait peur autant qu'aux Occidentaux. La guerre contre le terrorisme, à proprement parler, visait l'Afghanistan des talibans, qui avait donné refuge à Ben Laden et toute la nébuleuse d'Al-Qaïda. Or, sur le plan militaire, l'opération de 2001 a été un succès dans sa partie élimination des talibans, et ça a été un échec complet pour ce qui est d'Al-Qaïda, puisque l'ensemble quasiment d'Al-Qaïda, dirigeants et petites mains, sont allés se réfugier dans les zones tribales pakistanaises, probablement avec la bienveillance des services secrets pakistanais, et à partir de là, le problème du terrorisme radical est resté entier. Les États-Unis, ne pouvant pas le pourchasser, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens intellectuels et militaires, ont choisi de se déporter sur l'Irak, et à partir de ce moment-là, les choses ont été beaucoup plus complexes. 2 ans après l'Afghanistan, l'intervention en Irak, justifiée par l'administration Bush par un des plus grands mensonges de l'histoire, focalise de nouveau le ressentiment des arabo-musulmans. Un ressentiment que Ben Laden et al-Zawahiri ne manquent pas d'exploiter pour mobiliser des djihadistes venus du monde entier. Les Américains renversent le sanguinaire Saddam Hussein, mais ils mettent l'Irak à feu et à sang, sans réussir pour autant à imposer une réelle démocratie. L'année
démocratisation qui devait avoir lieu d'abord en Irak, après l'invasion, devait essaimer dans l'ensemble de la région et à la fois faire tomber l'Iran des mollahs par contagion démocratique, mais aussi conduire à des bouleversements majeurs chez des alliés des États-Unis traditionnels comme l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ça n'est pas advenu, puisqu'il n'y a pas eu d'accouchement démocratique en Irak à cause de la guerre civile qui n'était pas du tout prévue. Samedi dernier, dans une mosquée de Fallujah, ces militaires américains reviennent sur les lieux d'un assaut qui a fait la veille une dizaine de morts parmi les rebelles. Il y a aussi eu des blessés. C'est en tout cas ce que confirme l'un des soldats américains que l'on entend distinctement. Il y a des blessés, ils n'ont pas encore été récupérés. Le caméraman se rapproche de deux premiers corps. Il s'y attarde alors que s'engage une conversation entre deux soldats américains. Il fait semblant d'être mort. Il respire. Il fait semblant d'être mort. Les musulmans se sentent très humiliés par les attaques directes et répétées contre leur religion, où qu'ils se trouvent dans le monde. La guerre que l'Amérique prétend avoir lancée contre le terrorisme islamiste leur apparaît d'une certaine manière comme une guerre totale contre l'islam. Cette politique erronée ne fait que renforcer le radicalisme et l'audience des mouvements islamistes qui prônent la haine de l'Occident. Lors des récents événements dramatiques de Fallujah en Irak, la position des mouvements musulmans traditionnels était, de mon point de vue, très rationnelle et relativement modérée. L'effet néfaste de ces débordements et de ces provocations finira par étouffer toute voix modérée ou rationnelle au sein de l'islam, comme si l'administration américaine voulait forcer les sociétés musulmanes à s'aligner derrière la politique nihiliste d'Oussama Ben Laden.